Bienvenue à tous et à toutes dans ce 9e webinaire des bonnes pratiques du digital learning. Donc, comme je l'avais dit au préalable, on va aujourd'hui parler et discuter ensemble du thème comment optimiser l'engagement de ces apprenants, donc des personnes en formation. Donc, pour vous rappeler un peu le déroulé de ce webinaire qui est trimestriel, les bonnes pratiques du digital learning, c'est un webinaire qui se veut quand même interactif. Donc, on n'attend pas la fin du webinaire pour faire une partie questions-réponses. Donc, vous pouvez intervenir quand vous le désirez dans le chat et on prendra bien évidemment les questions pour pouvoir y répondre pendant tout le déroulé de ce webinaire qui dure 1 heure. Donc, on va se présenter dans un premier temps. Frédéric, je te laisse la primeur de te présenter. Merci Christophe, bonjour. Alors Frédéric Berthelet, moi je suis pas à Rennes, je suis à Toulouse dans le sud-ouest. Je suis ingénieur pédagogique spécialisé dans les environnements numériques d'apprentissage et l'apprentissage à distance sous toutes ses formes. Et je passe la parole à Claire. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Je représente évidemment la Bretagne dans ce webinaire et je suis moi ingénieure pédagogique, formatrice et conceptrice e-learning avec une petite casquette liée aux pratiques d'éco-conception et d'accessibilité en formation. À toi Christophe. Merci Claire. Moi, j'habite à Gia. Je pense que personne connaît. C'est un petit village de 700 habitants dans le Puy-de-Dôme, côté Creuse. Et moi, j'accompagne les entreprises dans leurs projets de création de formation en ligne et de choix d'outils du digital learning. Et je suis aussi porteur d'un projet qui est lié à NLR, un écosystème qui complet pour rendre la formation plus responsable et sobre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir lors de ce webinaire? Donc, on va comprendre un peu l'enjeu de l'engagement avec quelques chiffres qu'on va vous montrer, vous expliquer. Les erreurs qui freinent, bien évidemment, l'engagement des apprenants. Quels sont les leviers pédagogiques qui fonctionnent réellement? Et une conclusion, bien évidemment aussi, pour pouvoir un peu faire une synthèse de ce que l'on aura vu ensemble lors de cette heure de webinaire. Je me suis bourré, c'est dans l'autre sens. Claire, je te laisse parce qu'il y avait une histoire là moi, je suis curieux, même moi, je ne la connais pas, que j'attends avec impatience ce que tu nous expliques, Claire. Oui, c'est l'histoire de la poule et du cochon. Enfin quand même. C'est une poule et un cochon qui sont super potes. Et ça arrive, il y a des choses comme ça qui arrivent. Et ils ont pour projet de monter un restaurant ensemble. Voilà, des gens entreprenants et innovants. Et donc, comme tout entrepreneur qui se respecte, ils cherchent le nom de leur futur restaurant, un nom qui claque, qui donne envie. Et la poule propose que le restaurant s'appelle l'omelette au lardon. Et le cochon, il réfléchit, puis il lui dit, bah, c'est pas possible d'appeler notre restaurant l'omelette au lardon. Je le prendrais hyper mal. La poule lui dit, bah, je comprends pas pourquoi, c'est un nom hyper représentatif de nous deux, de nos spécificités culinaires, à l'un comme à l'autre. Et le cochon dit, bah, oui, sauf que dans l'histoire, toi, tu te sens concerné et moi, je m'engage. Parce que la poule, elle donne des œufs pour faire des omelettes et le cochon donne de sa personne pour faire une omelette au lardon. Petite différence d'implication. C'est une histoire qui est souvent utilisée en management pour montrer la différence d'être concerné ou d'être impliqué ou engagé. Je trouvais que ça nous allait bien pour démarrer ce midi cette discussion sur l'engagement des personnes en formation. Peut-être que si nos apprenants et apprenantes ne se sentent que concernés, ça va pas tout à fait suffire à faire de véritables apprentissages. On a besoin d'un peu plus, qu'ils donnent un peu plus de leur personne et qu'ils soient donc engagés. Oui, mais là, donner de soi, on est tous d'accord qu'on a envie de donner de soi, mais donner un bras, c'est encore un autre niveau d'engagement. Je ne sais pas si réellement on a envie d'aller jusque-là. Mais c'est vrai que le terme d'engagement, c'est un peu flou entre la motivation, l'investissement dans une tâche. Le courage de faire, parce que là, il a du courage, notre cochon, hein. Le don de soi, le contrat entre personnes ou avec soi-même. Mais en tout cas,
Dans l'engagement, il y a une notion de promesse entre personnes ou de promesse que l'on se fait à soi-même. Euh, alors l'engagement en formation, c'est l'acte déjà d'entrée, de s'inscrire à la formation, et puis l'implication, le fait de rester tout en longueur, enfin tout au long de la formation. C'est ce que souhaite bien évidemment le formateur et également l'organisme de formation. Voilà pour la petite définition Ouais, super. de Merci démarrage. pour l'histoire claire et la définition. Alors, comme convenu, on va voir un peu quelques chiffres pour comprendre un peu justement l'enjeu de l'engagement. Alors, ces chiffres sont tirés d'une source hein, que fait tous les ans l'ISTF, hein, qui est le baromètre du digital learning. Donc, c'est une source qui est assez représentative, que c'est sur un panel de 460 professionnels de la formation, donc c'est assez représentatif. Donc, on voit que les facteurs d'engagement les plus importants pour s'inscrire et démarrer une formation sont bien évidemment, il faut que la problématique métier soit mise en avant. Bien évidemment, ça paraît quand même très logique, mais c'est quand même le facteur numéro un d'engagement pour s'inscrire et démarrer une formation. Il faut pouvoir bien évidemment aussi avoir du temps hein, dédié à cette formation. Et on voit et ça on va le retrouver plus tard. Alors je rentre pas dans les détails parce qu'on va un peu développer un peu toutes ces thématiques tout le long de ce webinaire. La présence d'un tuteur, on voit que c'est aussi très important. Et tout ce qui est certification et aussi ne serait-ce que badge micro-certification. Donc il n'y a pas besoin non plus, enfin dans justement ce baromètre, d'avoir une certification reconnue par l'État en France Compétences, RNCP, RS, ne serait-ce que des badges déjà, si ça motive à s'inscrire et à démarrer une formation. Et il faut que, bien évidemment, si c'est un salarié qui est dans une entreprise, que sa hiérarchie, bien évidemment, soit impliquée à l'intérieur de la formation de son salarié. Au niveau des facteurs qui ont une incidence importante pour terminer, donc pour faire un taux de complétion maximum et pour terminer sa formation, donc on retrouve un peu les mêmes points, mais avec un ordre un peu différent. Donc là, on voit que pour terminer, ce qui motive le plus les apprenants, c'est l'obtention d'une certification, micro-certification, badge. Là, c'est un premier. Le tuteur, alors là, on va comprendre aussi dans le slide suivant quel est l'intérêt d'avoir une formation avec un tutorat ou pas. On retrouve bien évidemment les contenus en lien bien évidemment avec la problématique métier, le temps dédié à la formation. Et là, on voit que on retrouve un peu au milieu qu'on n'avait pas tout à l'heure le niveau d'interactivité pédagogique des contenus. Voilà, c'est clair que ça, on en a déjà parlé, on va en parler aussi lors de ce webinaire, c'est que plus on a une diversité de modalités pédagogiques au niveau de la formation en e-learning, plus bien évidemment on a un taux d'engagement important. Si on n'a que des vidéos, on avait fait un webinaire justement sur le tout vidéo en formation, qui n'était pas très justifié dans la plupart des cas. Beaucoup de formations sont vidéo, quiz, PDF, vidéo, quiz, PDF. C'est clair qu'à un moment donné, la motivation est moins forte. Et donc, du coup, si la motivation est moins forte, plus difficile pour l'apprenant de terminer sa formation et d'aller jusqu'au bout. Concernant le tutorat, donc là, on voit vraiment un écart qui est très important. On voit que sans tutorat, il n'y a que 5%, c'est-à-dire qu'on a presque personne qui vont jusqu'à plus de 80% de complétion. Et on passe à plus que la moitié quand il y a un tutorat. Donc on voit vraiment que la différence, elle est énorme. Alors même si les réponses au préalable n'ont pas mis vraiment en avant le tuteur, mais ça c'est par rapport à des réponses au niveau des apprenants qu'ils ont donné eux-mêmes. Mais dans les faits, on voit très bien la différence que pour aujourd'hui faire en sorte que son apprenant aille jusqu'au bout de la formation, c'est clair que la présence d'un tuteur qui est là, d'un formateur qui va l'accompagner, ça change quand même énormément la donne. On va voir maintenant les erreurs un peu qui freinent au niveau de cet engagement. Je vous laisse la parole. Je crois que c'est à toi, Frédéric. Ah bon, Ouais. d'accord. Euh, Évidemment, une méthode pédagogique qui serait pas suffisamment variée, trop descendante,
Ça nuit à l'engagement parce qu'on finit par tourner en rond, s'ennuyer, voilà, trouver ça pénible. De la même façon qu'un parcours mal scénarisé, c'est-à-dire des objectifs qui correspondent pas aux besoins des apprenants, puisqu'on va voir que un des leviers de l'engagement, c'est d'avoir défini un objectif pédagogique, le sien, et qu'il soit précisément défini. Donc un des rôles du formateur, bon ça c'est dans les leviers, hein, c'est d'aider à la définition de cet objectif pédagogique. Donc ça c'est vraiment le levier numéro un, j'ai envie de dire. Le manque de feedback, ben ça on l'explique avec ce que tu as dit tout à l'heure, Christophe, hein, c'est pas de tutorat, pas de feedback, ou alors des évaluations qui comportent pas de feedback ni aucune progression. Aujourd'hui, il y a quand même des outils dans les LMS pour visualiser sa progression qu'on peut mettre en place, des outils à mettre en place, et aussi la charge cognitive que peut susciter des outils digitaux trop complexes, puisque quel que soit l'âge des participants, on n'est pas tous égaux face aux usages du numérique et alors, c'est sûr que plus on est jeune, plus on est habitué à s'en servir depuis toujours, mais c'est pas pour autant qu'on va savoir se servir de l'outil dédié à sa formation. Du LMS, par exemple, ça peut vite désengager les gens si ils ont des problèmes de connexion au LMS parce que l'adresse mail n'est pas la bonne, le mot de passe, que sais-je. Après, il y a aussi, moi, une problématique que j'ai vécue en tant qu'apprenant aussi, c'est la multiplicité d'outils. À un moment donné, j'étais perdu entre le WhatsApp, entre un forum, entre un système de visio, une plateforme. Et j'ai trouvé que c'était un peu trop de jongler avec trop d'outils. Moi, ça m'a freiné. Et je pense qu'en effet, c'est aussi un des outils. Alors, pas besoin de faire non plus que du tout en un, mais quand il y en a trop, je pense qu'aussi c'est un frein au niveau de l'engagement. Claire, tu voudrais rajouter quelque chose? Non, je rebondirai plus tard. Ok. Mais oui, alors si vous avez vécu des erreurs, peut-être nous le dire dans le chat. Qu'est-ce qui aurait pu être facteur de désengagement pour vous sur des Ouais. exercices d'apprentissage? Hmm. Pendant que les gens tapent leurs réponses, peut-être on peut passer à la diapo suivante. Allez. Contenu trop dense par rapport au temps prévu de la formation, oui. Ouais. Alors, il y a plein de gens qui sont en direct avec nous ce midi qui vont se dire que définitivement je radote parce que j'ai souvent tendance à relier la notion d'engagement à cette diapo qui est produite par l'agence Feedback qui travaille beaucoup autour des notions de gamification. Alors, le lien n'est pas forcément évident au premier abord entre la notion de gamification et l'engagement, mais ce que Feedback s'applique à mettre en évidence, c'est que on a tous et toutes des leviers d'engagement qui vont s'activer selon les contextes dans lesquels on est. Du coup, dans le contexte d'un apprentissage, c'est le cas aussi. On va être mis en mouvement, on va s'engager parce que la formation active chez nous tel ou tel levier d'engagement. Je ne vais pas prendre le temps là ce midi de tous les détailler, mais je vais quand même en regarder deux particulièrement, parce que ça fait le lien avec des choses que Frédéric en particulier tu as déjà nommées. Quand tu dis que c'est important que chaque personne en formation puisse formuler son objectif de formation au moment où la formation démarre, ça va fonctionner avec des gens qui sont activés tout particulièrement par le levier d'engagement, de compétences et de maîtrise. Parce qu'ils ont ce besoin de s'améliorer, de se dépasser, c'est que c'est bien leur intention en entrant dans un parcours de formation. Ça va prendre tout son sens pour ces personnes-là, de venir formuler leur propre objectif de formation avec leurs mots à eux ou à elles au regard du programme qui est proposé et du coup s'appliquer à suivre sa progression pédagogique au regard de cet objectif qui est personnel, ça va venir réactiver tout le temps cet engagement vers la compétence et vers la maîtrise. Et donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on peut faire pour activer l'engagement des personnes qui mettent du sens à leur démarche d'apprentissage.
Mais dans une formation, on peut aussi jouer sur d'autres leviers d'engagement qui sont peut-être qui paraissent peut-être plus extérieurs à la notion d'apprentissage. Et par exemple, l'influence sociale, c'est le levier d'engagement qui est connecté à la notion de badge dont on a déjà parlé depuis tout à l'heure. Celui-là est le levier d'engagement de la possession. Si on aime bien les collections, si on aime bien amasser comme ça des signes de nos apprentissages, c'est aussi parce que on va pouvoir les montrer aux autres, en faire une sorte d'étiquetage social de ce qu'on a appris. Donc ces deux leviers-là d'engagement, ils sont interdépendants sur la notion de badge en formation qui vient marquer que bah, la personne, elle a appris quelque chose. Hop, ça répond à son besoin de collectionner des objets potentiellement. Et en même temps, ça va lui servir à se distinguer dans son environnement social professionnel. Donc c'est vraiment des petits leviers enfin des petits mécanismes de gamification sur lesquels on peut venir jouer pour activer les gens sur les leviers d'engagement qui font du sens pour eux. Et du coup, je veux bien, Christophe, que tu passes à la diapo Ouais. d'après, s'il te plaît. C'est un peu tout le pari de l'agence Feedback, mais auquel je souscris pleinement, de se dire qu'on peut utiliser des mécaniques du jeu pour venir titiller un ou plusieurs leviers d'engagement. C'est ça qu'on appelle la gamification à, à opposer, enfin pas à opposer, mais à distinguer la ludification, où on vient utiliser un jeu complet au titre de la formation. La gamification, c'est juste, on va venir installer dans le dispositif de formation des mécaniques de jeu qui vont permettre de jouer sur les différents leviers d'engagement qu'on peut distinguer dans son public cible. Voilà ce que j'avais à dire sur la question. Alors on peut peut-être prendre, parce que du coup on peut peut-être prendre aussi quelques réponses du chat par rapport à la question qu'on a posée tout à l'heure. Hein. Donc il y a des contenus trop denses par rapport au temps prévu, manque d'alignement pédagogique, quiz infantilisant, Eh oui. Mm. pédagogie inversée mais sans poser de cadre et pas avoir de plan de formation. Un temps passé à chaque partie, notion du temps. On y reviendra à ça aussi tout à l'heure. Ouais, ok. Frédéric, tu prends la suite? Oui, alors pour parler des leviers, je voulais avant parler des trois grandes variables de l'engagement, que sont la performance. Alors la performance, pas uniquement des résultats, mais aussi des efforts réalisés globalement, de l'attitude de l'apprenant, sa participation, son implication dans les tâches d'apprentissage. Deuxième variable, ce sont les aspects cognitifs, par exemple, quelles stratégies d'apprentissage sont mises en œuvre. Et puis troisième, qui rejoint la gamification, les émotions. Euh, Quelle histoire personnelle a-t-on avec l'apprentissage? Pour quelle activité d'apprentissage en particulier ou quel domaine d'apprentissage? Alors les leviers, il y en a un qui est intéressant, qui est l'alternance, qui est déjà très utilisé, hein, rien de nouveau en même temps. Alterner les apprentissages et les tests immédiats et répéter des connaissances à condition que ça soit des vrais tests où j'apprends, je vérifie mes connaissances et j'en apprends d'autres. Et, effectivement, si c'est des tests vite faits avec ChatGPT à l'arrache, souvent, c'est quand même pas terrible, hein. Moi, j'ai déjà testé. Il y a beaucoup de choses qui sont pas terribles avec ChatGPT. Euh, la connexion émotionnelle, on peut aussi utiliser, en plus de la gamification, enfin, ça se rejoint, je pense, le storytelling. Avec le storytelling, on va pouvoir, s'il est bien, c'est pareil, s'il est bien mis en œuvre, c'est beaucoup de boulot, mais c'est un super levier d'engagement si vous avez bien étudié, vous connaissez bien votre public cible, donc quels sont ses freins, vos apprentissages, quelles sont ses contraintes. Évidemment que les objectifs pédagogiques soient bien déterminés, ça c'est toujours la condition sine qua non. Mais c'est un excellent levier
émotionnel pour aider à l'engagement. Euh, les supports aussi, donc il y a des études récentes que j'ai pas fini de décrypter, mais les supports pédagogiques, c'est un levier à l'engagement s'ils sont bien faits, si les couleurs sont sympas, s'ils sont pas surchargés, ça revient un peu au même que le contenu trop dense. Puisqu'on sait, l'apprenant, il doit choisir, sélectionner ce qu'il va entrer dans sa mémoire profonde, pour le structurer. Donc un support pédagogique, il est là pour accompagner, pour guider cette structuration. Donc il faut qu'il soit aussi bien fait parce que ça va aider et contribuer quelque part à l'engagement. Euh, voilà, on peut passer à la composante personnelle et l'image de soi. Donc ça, c'est un sujet qui rejoint la motivation. De toute façon, l'engagement, c'est une des parties de la motivation. Alors les personnes qui sont vraiment centrées sur leurs apprentissages, c'est ce que disait Claire tout à l'heure, c'est celles qui vont réussir le mieux parce qu'elles sont pas omnibulées par qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que le formateur va penser de moi si je rate cet exercice par exemple. Donc la crainte de montrer son incompétence alors qu'on est tout de même en formation, mais il y a quand même pas mal de personnes qui ont une crainte de montrer qu'ils sont incompétents et ils préfèrent ne pas s'engager et rester en retrait. Donc il y a cette crainte-là, il y a la crainte de l'idée qu'on donne, de l'image de soi qu'on donne, qu'ont les autres de soi-même. Enfin, c'est quelque chose d'assez complexe. Euh, Et c'est vrai qu'il va falloir accompagner, et là, accompagner les personnes à avoir une image positive de soi. Alors, j'ai lu les travaux d'une chercheuse qui, elle, explique qu'elle demande, quand il y a une tâche difficile, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez être en capacité de réussir cette tâche? Oui, non. Et sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure, à quel niveau vous pensez que vous serez, que vous pourrez terminer, effectuer cette tâche correctement? Elle le demande avant l'exercice et puis après l'exercice. Elle demande à chacun. Alors ça reste personnel, c'est pas partagé avec les autres, et elle demande à chacun donc d'aller revoir sa prédiction, et voilà, ça peut permettre de valoriser, de favoriser ce sentiment d'efficacité personnelle. Alors après, sur Moodle, il y a par exemple, si vous utilisez le LMS Moodle, il y a par exemple des questionnaires où on peut mettre en place cette prédiction. On peut même la noter. Alors, moi, je ne conseille pas trop de la noter. Je conseille plutôt que ça reste confidentiel, sauf dans des cas spécifiques. Je pense à des étudiants en médecine, par exemple, parce qu'il vaut mieux qu'ils soient quand même un peu sûrs de leur diagnostic. Voilà comment valoriser les progrès. Une des façons de le faire. Alors, on peut passer. Oui, oui, Emmanuel, c'est vrai qu'on co-construire le cadre, et du coup, ça me rappelle quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que donner les critères d'évaluation. C'est dès le départ, pas au moment de l'évaluation, mais dès le départ, expliquer quel sera l'exercice final et comment il va être évalué, quels seront les critères et comment on fait pour réussir. On peut aussi aller jusqu'à dire comment on fait pour échouer. Ça, c'est une aide Mm, terrible. mm. Et voilà, je passe la main à Claire. Alors pareil, je radote, j'en parle à chaque webinaire, je crois, de cette idée de guider pédagogiquement et de guider techniquement, mais ça revient à des choses que vous avez déjà dites tous les deux, quand on vient co-construire un cadre, donner les critères d'évaluation, permettre aux personnes de formuler leurs objectifs d'apprentissage spécifiques, quand on vient redire aussi pour chacune des activités d'un module d'e-learning à quoi ça va servir dans le processus d'apprentissage de réaliser cette activité-là, quelle brique, en quelque sorte, de connaissances ou de compétences ça permet
de s'approprier. Tout ça, c'est du guidage pédagogique. Plus on donne d'éléments sur le sens qu'on met derrière chaque étape du parcours de formation, plus on rend lisible la progression pédagogique, plus ça va permettre aux gens de s'engager dans leur propre processus d'apprentissage. C'est aussi une aide à la métacognition et on sait que plus les gens ont un regard sur ce qu'ils sont en train de faire quand ils apprennent, meilleur est l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, c'est un vrai levier d'engagement dans les parcours de formation. Et puis l'autre chose qui va rebondir avec ce que tu nommais, Christophe, tout à l'heure, des parcours où ben il y a trop d'outils qui se multiplient, ou potentiellement, moi ça m'est arrivé aussi de pas réussir à réaliser un quiz parce qu'il y avait un dysfonctionnement technique ou bien que j'ai juste jamais compris comment il fonctionnait. Ça, la question de l'utilisabilité numérique dans le digital learning, c'est un vrai problème d'accessibilité. C'est un des vrais critères qui augmente les fractures numériques. Et donc c'est pareil, venir donner de la consigne suffisamment précise pour que les personnes arrivent à se dépatouiller de ce qu'elles ont à faire en termes d'usage numérique de ce que vous mettez à leur disposition comme ressources dans un parcours en digital learning, ça va être un levier d'engagement parce que ça va venir gommer en quelque sorte les éventuels freins qui pourraient se dresser quant à l'utilisabilité de la ressource numérique. Donc, si vous associez tout le temps finalement cette notion de guidage à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan technique, vous venez engager, enfin, vous favorisez plutôt l'engagement des personnes en formation de manière plus massive et confortable. Moi, je veux bien rajouter un petit truc à propos de guider pédagogiquement. Euh, un des facteurs d'engagement aussi, c'est la valeur perçue de la formation. Si je pense que la formation, elle va vraiment m'aider à atteindre mes tâches à effectuer mieux les tâches du quotidien, atteindre mes objectifs, euh, je serai beaucoup plus engagée. Donc ça veut dire j'ai vu qu'il y avait pas mal de formateurs là qui étaient là. Pour vous, en tant que formateur, il faut vraiment, dans les points forts de la formation, dès le début, dire à quoi elle va servir, comment vous pouvez modifier, améliorer vos manières de faire en tant qu'apprenant grâce à cette formation. Donc, faut communiquer, c'est vraiment des arguments marketing finalement, hein, pédagogiques et a fortiori. Mm. C'est ce que nommait Christina dans le chat quand elle dit que pour elle, son levier d'engagement prioritaire, c'est de voir une formation qui apporte quelque chose de personnel, d'actionnable immédiatement, qui Ouais, tout de ouais. suite la différence entre avant la formation et au terme de la formation. Et je vais me permettre de rebondir aussi pour faire le lien entre la notion de guidage technique et la question du temps, le plan de charge en termes de temps sur l'ensemble de la formation ou chaque étape, ce que nommait Morgane plus tôt dans le chat. C'est ça aussi, guider techniquement, c'est aussi dire la formation dans son ensemble, elle dure tant de temps. Pour cette étape, vous allez avoir besoin de temps, et ça peut aussi aller jusqu'à venir distinguer des temps obligatoire ou en tout cas jugé comme minimal pour atteindre la connaissance ou la compétence. Et puis un temps peut-être qui peut être optionnel, mais qui va permettre aux gens qui vraiment ont un besoin de formation très fort sur ce segment de la formation d'y dédier plus de temps. On vient en quelque sorte valider le fait qu'ils puissent bah oui, s'auto-former, dédier plus de temps à tel chapitre en leur disant bah voilà, le temps minimum pour valider la compétence sur cette partie de la formation, c'est 2 heures. Si vous réalisez l'ensemble des exercices et que vous déposez l'ensemble des travaux proposés, votre investissement, il pourrait aller jusqu'à une dizaine d'heures. De voir ce genre d'indications techniques, ça permet aux gens Oui. d'anticiper leur organisation personnelle. Et ça aussi, ça contribue au développement des capacités d'auto-formation qui sont essentielles dans des dispositifs de digital learning. Et c'est vrai que ça, bon, ça revient un peu à un des éléments qu'on a retrouvé tout à l'heure dans les chiffres de l'ISTF, hein, c'est la gestion du temps alloué à la formation. Et ce que tu dis, moi, je trouve clair et très juste et très pertinent parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent. Moi, je trouve justement cette explication, comme tu viens de le dire, du temps alloué par module, par chapitre. Il y a dans le LMS.
un temps qui se fait juste chronométré, hein. C'est-à-dire que on estime que pour tel module, c'est 5 minutes de vidéo, 5 minutes de podcast, on met 10 minutes, mais c'est juste un indicateur. Donc je trouve que c'est vrai que c'est très important justement de préciser un peu vraiment le temps qu'il faut réellement pour allouer à chaque partie, pouvoir découper et s'organiser justement comme on le désire. Et ça, je pense qu'en effet, ça fait partie d'un des facteurs aussi qui permet en effet d'aller vers plus d'engagement, parce qu'on sait comment s'organiser, et c'est quand même pas négligeable en effet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Alors que c'est un principe d'utilisabilité assez simple. Je pense qu'on le vit tous dans notre vie au quotidien quand on nous propose des questionnaires à remplir, par exemple. Je suis sûre que la moitié des personnes qui assistent à ce webinaire, que ce soit en live ou en différé, ça vous est déjà arrivé. Vous ouvrez un questionnaire, vous commencez à le remplir parce que ça vous intéresse de contribuer à je sais pas quelle recherche ou quelle enquête ou quoi. Et puis au bout de 3 questions, vous réalisez que ça va vous prendre un temps fou. Finalement, c'est pas le moment pour vous. Vous allez le fermer, vous allez jamais le finir. Alors qu'un questionnaire qui vous indique tout de suite répondre à ce questionnaire vous prendra entre 5 et 10 minutes. Bah, soit vous vous dites, ok, j'ai ce temps-là maintenant, je vais le faire maintenant, soit peut-être vous allez le garder pour plus tard, à un temps où vous êtes sûr d'avoir ce laps temporel de concentration disponible. C'est plus du tout la même démarche. Donc si on fait ça, nous, en tant que juste personne lambda, citoyen, citoyenne, engagée sur je sais pas quel processus de recueil de données, bah, on peut facilement se projeter dans la tête des personnes qu'on accompagne en formation. Elles ont vraiment besoin de savoir si elles peuvent faire ce quiz-là maintenant tout de suite avant de clore leur journée de travail, ou s'il vaut mieux qu'elles le gardent pour demain matin à leur reprise de journée à la fraîche, concentrée, parce que en fait ça va leur prendre 20 minutes, quoi. Je crois qu'il faut conclure, les amis. Pourquoi? Pourquoi il est 13h05? On a vachement de temps Ah, encore. pardon, je croyais que c'était une demi-heure, excusez-moi. Ton chrono n'est pas le bon. Ah ben, Ouais, on y est ouais, presque ouais. dans la conclusion, entre parenthèses. Eh ben voilà. Mais je pense que voilà, j'aimerais bien qu'on échange un peu justement, parce que là c'est vrai qu'on a vu pas mal de techniques importantes pour engager de manière un peu plus cognitive les apprenants, mais je trouve qu'on n'a pas peut-être assez parlé. Alors peut-être toi Claire un peu plus dans tout ce qui est gamification, de comment aussi construire un module de formation au niveau technique, plan de formation, en scénario. On a parlé un peu storytelling, mais plus niveau aussi, par exemple, diversité de modalités pédagogiques. On en a un tout petit peu parlé, moi, tout à l'heure, en Oui, effet, puisqu'on avait fait oui, un webinaire sur le tout vidéo, marche pas spécialement. Mais il y a aussi cet aspect-là, comment oui, construire techniquement une formation en e-learning. Donc, je pense que peut-être que ça serait peut-être intéressant oui, 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 d'en oui. discuter un peu de ce côté-là, parce que si Je c'est, me l'étais noté de parler des multimodalités. ouais, voilà, de Bien multimodalité, sûr ouais. que les multimodalités sont hyper intéressantes et favorisent l'engagement. Donc, multimodalité, par exemple, ne pas prévoir que de l'e-learning, l'associer avec quelques rendez-vous présentiels, pourquoi pas, ou des rendez-vous synchrones où il se passe un événement assez conséquent, par exemple un expert prestigieux ou un tutorat avec le formateur ou du mentorat entre les pairs. Donc ça, c'est sûr qu'il vaut mieux privilégier des formations multimodales que des formations e-learning seules, sans accompagnement, puisqu'on a vu ton résultat Mm. assez bon, qu'on connaît, c'est celui des MOOC. Mm. Donc même s'il y a un petit forum, alors l'outil du forum, par exemple, qui peut être un outil d'accompagnement, il reste toujours difficile à mettre en œuvre. Alors c'est le formateur qui doit être plutôt proactif Mm. et impulser les dialogues dans le forum, mais c'est parfois difficile, même en amorçant la pompe, c'est parfois difficile d'avoir des vrais échanges entre apprenants et avec les apprenants pour le formateur, mais c'est un outil excellent pour le feedback.
par exemple, demander de poster un devoir que tout le monde peut regarder, un devoir intermédiaire qui n'est pas forcément évalué, et que le formateur donne un feedback pertinent pour tout le monde. Ça, c'est super. Quand il y a de la production, qu'elle soit écrite, audio ou vidéo, hein. C'est vraiment un excellent outil et de feedback et d'engagement parce que dès que les apprenants voient que le formateur répond, s'intéresse aux devoirs de chacun individuellement, tout le monde a envie d'avoir le retour, a envie d'avoir son petit feedback aussi, bien sûr. Voilà une ou deux pistes pour ce qui est Ouais. Aussi, moi, je de trouve la qu'on... conception. Ouais, Claire, Ouais, je vais me permettre de compléter sur la notion de Vas-y. multimodalité. Ce que je trouve important aussi, c'est de pouvoir toujours se demander qu'est-ce que je veux que les apprenants sachent faire à la fin de ma séquence. Et si je pose la question en termes de savoir-faire, ça va m'engager moi en tant que concepteur pédagogique à trouver une activité, donc de l'interaction, pour qu'ils s'entraînent à faire justement et qu'on soit pas juste dans de la pure notion de connaissance, qu'est-ce que je veux qu'ils sachent. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que si je veux seulement qu'ils sachent, bah, ça va être facile de retomber dans l'erreur qu'on nommait en tout début de discussion tout à l'heure, d'une pédagogie très descendante où je dépose du contenu et puis bah, je mets un quiz en face pour que juste la personne en formation me démontre qu'elle en a retenu quelque chose. Et si je me questionne sur ce que la personne doit savoir faire, il va falloir que je trouve des modalités, y compris en e-learning, d'entraînement à la compétence. Quelque chose qui se voit, pas quelque chose seulement qui se déclare. Et donc il se passe plus tout à fait la même chose dans ces cas-là en termes de modalités pédagogiques. Dans du digital learning, ça va prendre forcément la forme de manipulation, même à l'écran. Donc ça oblige à se creuser un peu plus la tête en tant que concepteur, mais ça donne des résultats qui sont beaucoup plus engageants parce qu'ils réclament l'action de la personne en formation. Mhm. une question aussi, c'est l'aide entre pairs enfin c'est pas une question parce que c'est plus une affirmation là est un levier également de formation d'engagement surtout pour les formations à distance. On peut parler aussi peut-être de social learning, de forums collaboratifs. Est-ce que ça vous pensez justement que ça peut avoir aussi ça peut être un levier justement d'engagement de pouvoir échanger entre apprenants personnes qui apprennent, par exemple, des techniques sur un métier commun. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric et Claire? C'est énorme, l'apport de l'éducation par les pairs, c'est énorme pédagogiquement parlant. On peut difficilement s'en passer en fait. C'est un pari que fait la notion de digital learning quand on la conçoit de manière absolue et définitive, mais pour moi c'est une erreur. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de temps synchrone, qu'il soit présentiel ou distanciel, parce que on va se retrouver dans son groupe de pairs sur cette fameuse question de l'image de soi que nommait Frédéric tout à l'heure, avec des gens qui nous ressemblent, qui ont la même prise de risque à tenter des choses sans être sûrs de réussir, qui ont peut-être les mêmes doutes quant à leur capacité à réussir, les mêmes difficultés à réaliser, enfin à grimper une marche dans la progression pédagogique, le même enjeu, la même valeur d'usage à terme sur cette idée de savoir-faire finalement pour transférer en situation professionnelle. Donc ces gens me ressemblent vont permettre que la discussion elle soit plus fluide avec nos pairs quand on est en formation qu'avec le formateur ou la formatrice qui est de fait dans nos représentations, dans une posture de sachant et qui du coup, à minima, nous intimide, au pire, nous irrite, voire nous fait peur. Donc on a forcément besoin de ces pairs pour se sentir à peu près en confiance et oser d'autant plus des tentatives par rapport à l'apprentissage, tentatives de réussite comme tentatives d'échec. On a une question aussi, c'est est-ce que vous auriez des exemples d'activités de mise en action au niveau du e-learning, dans le e-learning? Dès qu'on va être comment dire, dès qu'on va sortir du cocher des cases euh, sur des questions qui sont donc par définition forcément fermées, on va déjà être dans du geste mental un peu plus poussé, ça va être plus actif. Donc dès qu'on va
permettre aux personnes de s'approprier une connaissance par le biais de la reformulation, par le biais de l'analyse, par le biais de l'évaluation. Donc on est tout en haut de la taxonomie de Bloom et de Kraus-Walls, même si j'arrive jamais à le prononcer, pour ceux qui maîtrisent la taxonomie. Euh, on est dans des gestes mentaux qui sont plus poussés et qui demandent un plus grand engagement parce que plus de mise en action et on se rapproche à ce moment-là plus de la compétence. Et puis après, on peut aller jusqu'à des formats qu'a commencé à nommer Frédéric tout à l'heure, où on propose aux gens de s'enregistrer, de se filmer en train de faire, par exemple, pour déposer ces preuves de tentative qui vont permettre des feedbacks hyper intéressants. Et puis après, il y a aussi des travaux pratiques qui peuvent passer par de la production différente. Ça dépend aussi de ce à quoi on forme. Ouais, du sujet. Des Ouais. jeux de rôle, des apprentissages par problème. Bon, la liste, elle est hyper longue. Difficile de répondre à cette question sans savoir de quoi il s'agit, quel est le niveau jusqu'auquel on veut aller. Le niveau, je parle de la taxonomie de Bloom. Voilà, il y a une multitude de possibilités là. Euh, mais il faut avoir bien sûr les outils adaptés pour ça. Remise de devoirs, ou alors réseau social ou forum. Donc ça suppose souvent d'avoir à disposition un LMS. Voilà, donc ça nécessite voilà, une logistique, une technique complémentaire à la distribution du support à consulter. Un LMS et puis dans un monde idéal, un dispositif de formation vraiment multimodal. Donc hybride, pas que avec de l'e-learning, mais bien avec des temps synchrones, qu'ils soient présentiels ou distanciels. Moi, ça me semble ultra Ouais, nécessaire. Mm. ouais. Après, on voit aussi des tendances, hein, alors que c'est plus dans le milieu de l'entreprise, hein, des formations inter-entreprises, mais on voit beaucoup de tendances qui arrivent et qui sont de plus en plus présentes, parce que c'est vrai que du coup, ça facilite en effet le temps et ça facilite aussi l'engagement, qui est tout ce qui est micro-learning, tout ce qui est WhatsApp learning. Où alors comme je vois que tu étais un peu hésitante, Mhm. mais c'est vrai dans le milieu plus entreprise, hein, je te parle, inter-entreprise, les pôles formation qui forment en interne, où ça monte sur les dernières stats, il y en a de plus, c'est de plus en plus utilisé. Ah bah tu vois, moi j'avais l'impression exactement inverse. C'est pour ça que je faisais la moue, j'avais Ouais, l'impression non, c'est de à plus en cette plus mode en fait. utilisé, mais je pense que c'est moins en moins utilisé dans le monde de la formation professionnelle, des OF, des CFA, bien sûr, mais c'est plus utilisé aujourd'hui dans le monde de interne, hein, quand on forme un interne dans une entreprise, c'est salarié, où c'est plus simple en termes de logistique au niveau du temps. Et c'est vrai que quand on fait un micro-learning de 10 minutes par jour, l'engagement c'est difficile de perdre de l'engagement en 10 minutes. Donc du coup là la notion elle est moins présente et même le WhatsApp Learning hein, qui revient où là c'est une autre forme aussi et on voit que justement de d'avoir on va dire des temps plus courts plus quotidien, plus régulier, il y a aussi une incidence sur l'engagement, sur le taux de complétion, sur même aussi sur l'apprentissage. Mais ça, c'est plus axé en effet mode de l'entreprise. Mais on voit quand même que ça c'est quelque chose qui monte parce que justement, on en revient au point de tout à l'heure, hein, les chiffres de tout à l'heure. Là, il n'y a pas besoin de tutorat, hein, puisque c'est des 10 minutes. Donc, on enlève ça. Ça permet de la gestion du temps de manière plus simple. Et c'est sûr que c'est plus simple d'engager 10 minutes que d'être engagé devant une visio de 2 heures. Devant une visio de 2 Ça, heures ou une vidéo de 2 heures ça marche pour les compétences transverses, ça marche pas mal, aussi. ça. Oui, oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, je vois. J'ai peut-être pas tout lu. Ouais. Ouais, c'est une vraie question, Nathalie. Moi, je suis d'accord avec toi. Le micro-learning, en fait, le micro-learning, ça va être intéressant quand on est vraiment sur des segments de connaissances ou de compétences très délimités, hyper opérationnels, tout de suite en situation de travail. Et que du coup, la transformation, ce que nommait Christina un peu plus tôt dans le chat, cette idée d'avoir un avant-après,
avant je ne sais pas ou je ne sais pas faire et après oui je sais faire, que cette transformation elle soit vraiment hyper délimitée et que la mise en œuvre en situation de travail elle puisse se faire dans l'immédiat. Dans un monde idéal, ça veut dire que cette capsule de micro-learning, tu la consultes le matin, au cours de ta journée, tu peux expérimenter ce que tu as découvert pour pouvoir vérifier que tu en as compris le principe, que ça fonctionne et que tu pourras dupliquer ça demain, après-demain et ainsi de suite pour que ça devienne une vraie nouvelle pratique en situation de travail. Sinon, c'est pas hyper. Et ça demande plus que la capsule de micro-learning en soi, ça demande aussi du mentorat par les managers autour. Parce que si c'est pas soutenu comme démarche dans l'entreprise, ça passe à la trappe en fait. Ouais, bah, pardon, je passe en voix parce que j'ai la flemme d'écrire, pardon. Euh, ouais, du coup, en fait, moi, c'est une vraie question que je me pose, c'est que ce que tu dis, en effet, Claire, je l'imagine, mais concrètement, dans la vraie vie, dans notre vraie vie, ça me parle pas, en fait. Mais Il y c'est a une vraie vraiment, question que je me pose. Je dis ouais. pas que ça marche pas et que c'est pas bien. Moi, sur le papier, ça semble top. En fait, le prérequis pour que ça fonctionne, c'est que ça soit mis en place dans des entreprises qui développent une véritable culture de l'apprenance. Ouais, c'est Il ça. y a vraiment des rituels un état d'esprit collectif qui se mettent en place et qui Et soient, un suivi très rapproché, je pense. ouais, complètement. Vous parlez du micro-learning? Ouais. Ouais. J'ai Alors, un cas concret par rapport à ça. excusez-moi, je vais juste intervenir. Cette conférence est enregistrée, donc il n'y a aucun problème pour que vous ouvriez votre caméra et vos micros, mais en le faisant, sachez que vous êtes en train d'accepter d'être diffusé sur Vimeo et d'être revu par d'autres. Voilà, je voulais Pour le juste rappel, vous fait. Ça avertir. marche. Ça marche, Pardon, merci. Benjamin. Mais il n'y a pas de souci, je suis rodé au webinaire, il n'y a pas de problème. Euh, c'est euh, c'est un sujet important, en fait, c'est dans une logique très productiviste. Aussi, ce côté micro-learning. Je travaille dans le milieu assurantiel et certains cadres européens impliquent d'être formés. Le problème, c'est que les coûts de formation, ils sont pas négligeables quand on est sur des échelles de 9 à 10 000 salariés. Et imaginons déjà un service de 100 personnes. Si, alors là, le cas, c'était ce qu'on appelait du face-à-face, donc des personnes qui sont en agence. Si elles n'étaient pas formées, elles n'avaient plus le droit de travailler, donc elles ne produisaient plus de valeur pour leur structure. Donc en fait, le micro-learning, il intervient dans une logique hyper priorisée, qui correspond à des critères qui leur permettent d'être en conformité avec la loi. Et c'est donc des formats très courts pour limiter. Alors, le format distanciel apporte ça. C'est-à-dire, ça questionne aussi l'écologie. Du coup, là, il y a un côté écologique avec la formation à distance. C'est-à-dire que il n'y a pas de frais d'hôtel, pas de frais de déplacement, etc. Les gens suivent le parcours directement sur leur machine derrière leur poste de travail. Et les parcours de formation en général, donc déjà on gagne du temps à ne pas les déplacer. Donc on limite le temps où ils sortent de production parce que c'est vraiment ça la logique de fond. Mm. Et ensuite les parcours qui vont durer 30 minutes au lieu d'une heure, 1h30, qui peuvent être assez denses, mais bon si c'est bien fait ça passe. Ça leur permet de revenir en production très rapidement. Et en fait la logique de fond du micro-learning, dans cette institution où j'ai travaillé, elle se basait vraiment là-dessus. Comment on limite le temps de sortie de production des personnes, des salariés, et comment on limite les frais liés à la formation. Et ces deux axes-là permettaient de faire des choses très fonctionnelles, mais effectivement, c'est extrêmement ciblé avec des experts métiers très construits, très contrôlés, beaucoup de contrôle aussi des données apprenants pour voir comment les choses évoluent, parce que il fallait apporter les preuves derrière qu'on était en conformité pour pas risquer d'amende à l'échelle européenne qui était très salée. Et Voilà, là, Benjamin, tu parles d'une formation qui est obligatoire. oui, Euh, là c'est le micro-learning a ouais, particulièrement du sens dans ce cadre, ouais. ouais, c'est une formation obligatoire, sachant pour avoir travaillé avec quelques entreprises qui font ça aussi, souvent les personnes qui font ça, la plupart cliquent et ne regardent même pas, parce qu'elles doivent le refaire tous les ans, tous les 3 ans, tous les 2 ans, ça dépend après des professions. Et très souvent, il y a pas du tout d'engagement, parce que du coup, Ouais. ils ont juste à le valider pour pouvoir continuer à pratiquer le métier, mais la plupart ne font pas attention. Donc là, c'est assez Ouais. spécifique aussi. Je comprends. Alors après, c'est la question du temps aussi, parce que bien évidemment, pourquoi le digital learning s'est développé alors très fortement depuis le Covid. Bon, ça, on comprend tous pourquoi, mais aussi parce que aujourd'hui, il y a une problématique au niveau de tension de l'emploi dans énormément d'entreprises et que du coup, de pouvoir justement faire monter en compétences, c'est devenu aussi un levier pour pouvoir pérenniser l'emploi et les postes importants au niveau de l'entreprise et apporter pour les nouveaux salariés un plan de carrière par rapport à la montée en compétences. Mais il faut voir aussi que le temps est complexe.
pour une entreprise, trouver du temps comme on faisait avant, où on dégageait 20 personnes pendant 2 jours en présentiel. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne peuvent plus le faire. Et donc, c'est vrai que bah, le digital learning est arrivé pour combler un peu tout ça, ce manque. Et c'est vrai que pourquoi on parle de micro-learning aussi là, c'est que du coup, beaucoup d'entreprises l'utilisent parce que c'est plus simple, justement, aussi pour eux, en termes de gestion de temps. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait. En effet, si on ne dégage pas du temps pour pouvoir faire une formation, même plus on parle d'engagement dans ce cas-là. Donc après, il faut trouver un peu un juste milieu entre tout ça. C'est ça. Ce qui ressort en fait finalement, c'est un équilibre aussi qui est issu de la recherche. Ce qui ressort beaucoup, c'est la passion et la contrainte. En l'occurrence, là, on est sur de la contrainte. Soit ils faisaient la Oui, c'est formation, l'engagement en formation sous contrainte. Ouais. voilà, c'était exactement ça, parce que Ouais, sinon, ils n'étaient pas en droit d'exercer, quoi. Mm. tout à fait. Quelqu'un d'autre veut en profiter pour prendre la parole et apparaître sur le replay? Moi, j'aurais eu tendance à dire que la question du temps s'impose à nous aussi et que peut-être il est temps de conclure. Allez. Bien, bonne transition, Claire. Merci. Bonne transition. Donc, bah, ça résume un peu tout ce qu'on a dit, hein, bien évidemment, hein, pour résumer un peu tous les pans qu'on a abordés pendant bah, cette heure, hein, puisqu'on n'est pas loin en effet de l'heure de ce webinaire. C'est que il faut bien évidemment, pour pouvoir susciter cet engagement, avoir moins de passivité. On l'a dit, hein, des vidéos ne serait-ce que trop longues, ben, on est passif. Donc c'est sûr que quand on est passif, ben, ça suscite moins l'engagement. Donc on a parlé aussi de gamification, donc de plus d'interaction, bien évidemment, qui permet justement bah, de susciter encore plus d'engagement parce que justement bah il y a des actions qui se passent, hein. On n'est plus on est aussi je sais pas comment activiste au niveau de la formation, donc et le sens, hein, bien évidemment le sens est super important, hein. Si comme on venait de parler Benjamin, justement il y a des formations qui sont obligatoires pour beaucoup qui le font, bah ça n'a pas vraiment de sens, à vrai dire, c'est juste une obligation parce que bah, c'est comme ça. Donc c'est vrai que le sens, ça a quand même vraiment toute son importance pour susciter la motivation de finir et d'aller jusqu'au bout d'une formation. Et donc c'est vrai que question à se poser, hein, qui permet de construire tout son parcours de formation, qu'il faut se poser assez souvent, c'est est-ce que bah, la personne, l'apprenant, est acteur ou ne fait que regarder? Et à partir de là, justement, bah, la réponse est assez facile, mais justement, construire son scénario pédagogique, construire avec du storytelling, construire ses capsules et ainsi de suite, tout en ayant cette notion, comment je vais faire pour pouvoir justement faire en sorte que mon apprenant soit plus acteur que spectateur, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec la conclusion, Christophe. Par contre, le tout ou rien, ça n'existe pas. Ah ben oui, Il est plus acteur, il est c'est acteur ou il n'est sûr. pas acteur. C'est en général situé plutôt entre les deux. Et c'est ça la difficulté, de savoir à quel Bien sûr. moment et pourquoi. Ah ben oui, tu peux pas. À un moment, tu es obligé d'être passif. Hein. Tu peux pas tout le temps être dans l'action. Bon, pourquoi pas. Hein. Il y en a, hein, en effet, mais bon, c'est vrai que de toute façon, c'est un juste milieu qu'il faut avoir, en effet. Quelque chose d'autre à rajouter pour conclure, Frédéric et Claire? Non, merci pour votre participation Super. active, engagée de chacun. Et on se retrouve dans Dans quelques temps, 3 mois. dans 3 mois Voilà. environ. Merci à tous pour avoir participé à ce webinaire et avoir été actifs, justement, pour beaucoup. Donc, je répète, ce webinaire, les bonnes pratiques du digital learning est donc trimestriel. Alors, on n'avait pas fixé, d'ailleurs, c'est assez rare. En général, on se fixe une date, mais on l'a pas encore fixé. Mais Ah bah, on vous après, c'est sur les préviendra. réseaux. C'est comment? Je L'info vous sera sur les dirai, réseaux j'arrête sociaux. l'enregistrement. Ça sera voilà courant.